La nouvelle secrétaire est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance dans le bureau de son patron. Le soleil d'automne filtrait à travers les immenses baies vitrées de la tour de Launay, projetant des faisceaux dorés sur le sol en marbre du hall d'entrée. Élise Mercier, 26 ans, serrait nerveusement la bandoulière de son sac tandis que l'ascenseur l'emportait vers le 37e étage. Son tailleur gris, acheté en solde et soigneusement repassé la veille, lui donnait une allure professionnelle qui contrastait avec la boule d'angoisse logée dans son estomac. « Tout va bien se passer », murmura-t-elle pour se donner du courage. Elle avait absolument besoin de ce poste de secrétaire juridique. Après 6 mois à s'occuper de sa mère malade, ses économies avaient fondu comme neige au soleil. Les factures s'empilaient sur la table de la cuisine de leur petit appartement à Clichy. L'assurance maladie ne couvrait pas tous les traitements de Monique, et les médicaments coûtaient une fortune. L'ascenseur s'arrêta dans un tintement discret. Les portes s'ouvrirent sur un espace immaculé, où des hommes et des femmes en costumes sombres s'affairaient entre les bureaux. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, coupés au carré, l'accueillit avec un sourire mesuré. « Mademoiselle Mercier, je suis Sophie Lemaire, l'assistante personnelle de Maître Delaunay. Bienvenue chez Delaunay & Associés. » Élise lui rendit son sourire, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir été sélectionnée. » Sophie l'observa un instant, comme si elle cherchait quelque chose dans son visage. « Suivez-moi. Je vais vous montrer votre bureau et vous présenter au personnel. Maître Delaunay vous recevra à 11h pour vous expliquer vos fonctions, pendant l'heure qui suivit. » Élise fut présentée à une dizaine de personnes dont elle oublia immédiatement les noms, écrasée par le stress. On lui montra la salle de photocopie, la cafétéria, les archives. Tout était luxueux, intimidant. Les associés qu'elle croisa la dévisagèrent à peine. Trop occupés par leurs dossiers ou leurs appels, à 11h précises, Sophie vint la chercher. « Maître Delaunay vous attend. N'ayez pas peur. Il paraît froid au premier abord, mais c'est un homme juste. » Élise la suivit dans un long couloir, jusqu'à une double porte en chêne massif. Sophie frappa doucement. « Entrez !» répondit une voix grave de l'autre côté. Le bureau de Laurent Delaunay était à l'image de l'homme, imposant et austère. Une bibliothèque couvrait tout un mur, rempli d'ouvrages juridiques, derrière un bureau en bois sombre. Un homme de 53 ans aux tempes grisonnantes consultait un dossier. Il leva à peine les yeux quand elles entrèrent. « Maître, voici Élise Mercier, votre nouvelle secrétaire juridique », annonça Sophie. Laurent Delaunay hocha la tête, sans quitter ses documents des yeux. « Merci, Sophie, mademoiselle. Asseyez-vous, je suis à vous dans un instant. » Sophie sortit discrètement, laissant Élise seule avec cet homme intimidant. Elle s'assit sur le bord du fauteuil en cuir, le dos raide, les mains croisées sur les genoux. Les secondes s'égrenaient au rythme de la grande horloge murale. Élise en profita pour observer la pièce. C'est alors qu'elle la vit, sur un coin du bureau, dans un cadre en argent ancien, se trouvait une photographie jaunie par le temps. Une petite fille de 4 ans environ, en robe blanche, tenant un tournesol presque aussi grand qu'elle. Ses cheveux bruns bouclés encadraient un visage souriant. Son cœur s'arrêta. Cette photo, c'était elle. Impossible. Et pourtant, cette même photo, sa mère la conservait précieusement dans une boîte sous son lit, enveloppée dans un mouchoir en soie, l'unique photo de son enfance avant l'école primaire. Que faisait-elle sur le bureau de Laurent Delaunay? Sa respiration s'accéléra. Un bourdonnement emplit ses oreilles. Ses doigts se crispèrent sur son sac. « Mademoiselle Mercier, vous vous sentez bien ?» La voix de Delaunay lui parvint comme à travers un brouillard. Il avait enfin levé les yeux de ses papiers et la regardait avec une expression indéchiffrable. Elle ne put que pointer du doigt la photographie. Incapable de parler, Laurent Delaunay suivit son regard. Son visage se figea, quelque chose d'ancien et de douloureux traversa ses yeux gris. Il referma brusquement le dossier devant lui. « C'est une photographie personnelle », dit-il d'une voix rauque. Sans importance. Élise retrouva enfin sa voix, bien que tremblante. « Cette photographie, comment l'avez-vous obtenue ?» Un silence pesant s'installa. Laurent Delaunay semblait lutter intérieurement. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. »« Mademoiselle, » répondit-il finalement avec une froideur calculée, « concentrons-nous plutôt sur vos attributions. » Pendant les 40 minutes qui suivirent, il lui expliqua ses tâches avec une précision mécanique. Élise l'écoutait à peine, son regard revenant sans cesse vers la photographie. Ce n'était pas une ressemblance, c'était elle, exactement la même photo que celle que sa mère gardait comme un trésor. Des questions,
conclut-il en la fixant intensément. « Non, maître, murmura-t-elle, encore sous le choc. Bien, Sophie vous montrera les dossiers en cours. Vous pouvez disposer. » En se levant, Élise vacilla légèrement. Laurent fit un geste instinctif pour la retenir, mais s'arrêta avant de la toucher. Leurs regards se croisèrent brièvement. Élise crut y déceler une émotion qu'elle ne put identifier. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Elle effectua ses tâches mécaniquement, incapable de se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à cette photographie. À 18h, elle quitta la tour de Launay, l'esprit en ébullition, dans le métro bondé. Elle sortit son téléphone et appela sa mère. « Maman, tu es assise. J'ai quelque chose à te demander. » En rentrant dans leur petit appartement, Élise trouva Monique assise à la table de la cuisine, plus pâle que d'habitude. À 50 ans, la maladie lui en donnait 10 de plus. « Ton premier jour s'est bien passé ?» demanda Monique avec un sourire fatigué. Au lieu de répondre, Élise posa son sac et s'assit face à elle. « Maman, j'ai vu quelque chose d'étrange aujourd'hui sur le bureau de mon patron. » Elle hésita, cherchant ses mots. Il y avait une photo, ma photo, celle du tournesol, exactement la même que celle que tu gardes sous ton lit. Le visage de Monique se décomposa. Ses mains se mirent à trembler si fort qu'elle renversa la tasse de thé posée devant elle. L'eau chaude se répandit sur la table, mais aucune des deux femmes n'y prêta attention. « C'est impossible, » balbutia Monique. « Comment? Pourquoi aurait-il? Qui est Laurent Delaunay? »« Maman !» La voix d'Élise était ferme maintenant. « Pourquoi a-t-il ma photo d'enfance sur son bureau ?» Monique se leva péniblement et se dirigea vers sa chambre. Élise l'entendit ouvrir un tiroir. Quand elle revint, elle tenait une enveloppe jaunie. « J'espérais ne jamais avoir à te montrer ça, » murmura-t-elle, en s'asseyant lourdement. « Mais je suppose que le destin en a décidé autrement. » Elle poussa l'enveloppe vers sa fille. Élise l'ouvrit avec des doigts tremblants et en sortit une coupure de journal datant de 27 ans. La photo montrait un jeune Laurent Delaunay recevant un prix d'excellence du barreau. À ses côtés, une femme élégante au sourire figé. « Qui sont ces gens ?» demanda Élise, même si une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Les yeux de Monique se remplirent de larmes. « Laurent Delaunay est ton père, Élise. » Le monde d'Élise bascula. Le sol semblait se dérober sous ses pieds, tandis que le regard de sa mère, plein de douleur et de secrets, lui révélait une vérité cachée pendant 26 ans. « Mon père », répéta Élise dans un souffle. « Laurent Delaunay est mon père. » La cuisine était silencieuse. Hormis le tic-tac de l'horloge murale et la respiration laborieuse de Monique, dehors, la nuit parisienne s'était installée, les lumières de la ville scintillant au loin comme des étoiles artificielles. « Comment ? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» La voix d'Élise tremblait entre colère et incrédulité. Monique passa une main fatiguée sur son visage. Ses yeux, jadis pétillants, semblaient avoir perdu leur éclat, comme si le poids des secrets les avait ternes. « Je voulais te protéger, » murmura-t-elle. « Te protéger de la douleur, de l'humiliation. De quoi parles-tu » Élise se leva brusquement, incapable de rester assise. « Toute ma vie, j'ai cru que mon père était mort avant ma naissance. Et maintenant, j'apprends qu'il est vivant, qu'il est mon patron, et qu'il garde ma photo sur son bureau. » Monique sortit un paquet de cigarettes, une habitude qu'elle avait pourtant abandonnée depuis sa maladie. Ses doigts tremblaient tellement qu'Élise dut l'aider à l'allumer. « C'était il y a 27 ans, » commença Monique après une longue bouffée. « J'avais 23 ans. Je venais d'arriver à Paris de mon Anjou natal, avec des rêves plein la tête et pas un sou en poche. » Elle sourit tristement à ce souvenir. « J'ai trouvé un emploi comme femme de ménage chez les Delaunay. Ils venaient de se marier, Laurent et Geneviève. Lui était un avocat prometteur. Elle venait d'une famille fortunée. Ils habitaient un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. » Élise se rassit lentement, absorbant chaque mot. Monique poursuivit, les yeux fixés sur un point invisible, comme si elle revoyait ces scènes d'un autre temps. Geneviève était souvent absente, entre ses œuvres de charité et ses voyages. Laurent travaillait comme un forcené pour bâtir son cabinet. Je le voyais parfois tard le soir. Penché sur ses dossiers dans son bureau, au début, on échangeait à peine quelques mots. Elle écrasa sa cigarette à moitié consumée. Puis, petit à petit, on a commencé à parler. Il me demandait mon avis sur ses cravates. Je lui préparais du café quand il rentrait épuisé. Un soir, il m'a invité à dîner avec lui, simplement parce qu'il ne supportait plus de manger seul.
Monique se leva péniblement pour prendre un verre d'eau, plus pour s'occuper les mains que par réelle soif. « Je suis tombée amoureuse de lui comme une idiote », admit-elle avec amertume. Et il semblait amoureux aussi. Il me parlait de son mariage arrangé avec Geneviève, de sa solitude, de ses rêves. Il me faisait rire. Pendant quelques mois, j'ai vécu dans un conte de fées absurdes. Elle se tourna vers sa fille, le regard rempli de regrets. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée mais heureuse. Je pensais naïvement qu'il quitterait Geneviève, qu'on formerait une vraie famille. Sa voix se brisa légèrement. Je lui ai annoncé un soir de mai. Il a d'abord souri, m'a prise dans ses bras. Pendant 24 heures, j'ai cru que mon rêve devenait réalité. Élise sentit son cœur se serrer. Elle connaissait déjà la suite, pouvait la deviner à la douleur dans les yeux de sa mère. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Geneviève est rentrée plus tôt que prévu d'un voyage. Une femme de chambre, jalouse, lui a tout raconté. Elle nous a surpris ensemble dans le jardin. Monique frissonna au souvenir. Je n'oublierai jamais son regard. Pas de la colère, non, quelque chose de bien pire. Du mépris, comme si j'étais un insecte qu'elle allait écraser sous sa semelle. Elle nous a fait entrer dans le salon et a expliqué la situation avec une voix glaciale. Élise imaginait parfaitement la scène. Cette femme élégante dictant sa loi dans un salon luxueux. Elle a posé un ultimatum à Laurent. Soit il me renvoyait sur le champ, soit elle utiliserait l'influence de sa famille pour détruire sa carrière naissante. Son père était un juge important à l'époque. Monique se rassit, épuisée par ses souvenirs. Laurent a choisi sa carrière, murmura Élise. Il a hésité, je te jure qu'il a hésité, répondit Monique avec une conviction qui sonnait faux, même à ses propres oreilles. Mais oui, en fin de compte, il a choisi son ambition. Il m'a donné une enveloppe avec de l'argent et m'a demandé de disparaître de sa vie. Le silence retomba dans la petite cuisine. Élise regardait sa mère, cette femme qu'il avait élevée seule, qui s'était sacrifiée pour elle toute sa vie, et la photo, celle du tournesol. Un sourire nostalgique apparut sur les lèvres de Monique. C'était ton 4e anniversaire. Nous habitions à Mantes-la-Jolie à l'époque. Dans un petit appartement près de la collégiale, je t'avais offert cette robe blanche que tu adorais. Dans le parc, tu as vu ce tournesol énorme et tu as absolument voulu le tenir. Tu disais que c'était ton papa qui te l'envoyait du ciel. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai pris cette photo avec le vieil appareil que j'avais acheté d'occasion. Quelques jours plus tard, j'ai fait une folie. J'en ai fait développer 2 exemplaires et j'ai envoyé le second à Laurent, à son cabinet. C'était la seule fois où j'ai brisé ma promesse de ne jamais le contacter. Élise sentit sa gorge se nouer. « Tu lui as écrit d'autres fois ?» Monique secoua la tête. « Jamais. J'avais trop de fierté, trop de douleur. J'ai préféré te dire que ton père était mort. C'était plus simple que d'expliquer qu'il nous avait abandonnés pour sa carrière. » Élise se leva et fit les 100 pas dans la petite cuisine. Son esprit bouillonnait de questions, de colère, de tristesse. Et maintenant, par quel hasard incroyable je me retrouve à travailler pour lui. Ce n'est peut-être pas un hasard, suggéra doucement Monique. Peut-être qu'après toutes ces années, il a voulu se rapprocher de toi, sans savoir comment faire. Élise s'arrêta net, frappée par une pensée soudaine. Attends, il a reconnu mon nom lors de l'entretien d'embauche. Mercier, c'est plutôt courant comme nom de famille. Monique hésita, puis avoua. Tu portes son nom, Élise, sur ton acte de naissance. C'est écrit, Élise Delaunay-Mercier. Mais on n'a jamais utilisé la première partie. Cette révélation fut comme un coup de poing. Élise s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les jambes soudain faibles. Donc il savait exactement qui j'étais quand il m'a embauchée. J'en suis presque certaine. Élise prit une profonde inspiration, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. « Que vas-tu faire ?» demanda Monique, l'inquiétude marquant ses traits fatigués. Une détermination nouvelle brillait dans les yeux d'Élise, la même détermination que Laurent avait montrée des années auparavant face aux tribunaux les plus intimidants. « Je vais retourner travailler demain », déclara-t-elle, comme si de rien n'était. « Je veux comprendre pourquoi, après 26 ans de silence, il a soudain décidé de me faire entrer dans sa vie. »« Élise, » commença Monique, inquiète. « Ne t'en fais pas, maman. Je ne vais pas faire de scène, ni compromettre cet emploi. Nous avons trop besoin de cet argent pour tes traitements. » Elle s'approcha et prit les mains de sa mère dans les siennes.
Mais je mérite de connaître la vérité, et lui mérite de savoir que je sais qui il est. Cette nuit-là, Élise resta longtemps éveillée, fixant le plafond de sa chambre. Les révélations de la soirée tournaient en boucle dans son esprit. Laurent Delaunay, l'avocat prestigieux, l'homme craint dans tout le milieu juridique parisien, était son père. L'homme qui avait abandonné sa mère enceinte pour préserver sa carrière. Pourtant, quelque chose la troublait. Cette photographie, précieusement conservée sur son bureau pendant toutes ces années, ce n'était pas le geste d'un homme qui avait simplement voulu oublier. Que cherchait-il en l'embauchant? Était-ce un acte de remords tardif, une tentative maladroite de réparer le passé, ou quelque chose de plus calculé? Demain, elle retournerait dans cette tour de verre et d'acier. Elle côtoierait cet homme qui était à la fois un étranger et la moitié de son ADN. Elle observerait, écouterait, apprendrait, et quand le moment serait venu, elle exigerait des réponses, car une chose était certaine, elle ne fuirait pas, comme sa mère l'avait fait 26 ans plus tôt. Élise Mercier, ou plutôt Élise Delaunay-Mercier, affronterait son passé et son père en face. Sur cette résolution, elle finit par s'endormir, tandis que la pluie commençait à tambouriner contre les vitres de leur modeste appartement. Le lendemain matin, Élise se tenait devant le miroir de sa salle de bain, scrutant son reflet avec une attention nouvelle. Elle observait son visage, cherchant des traits qui ne seraient pas ceux de sa mère, ses yeux gris-vert, peut-être, ou la ligne de sa mâchoire. Pendant 26 ans, elle n'avait jamais songé à se demander de qui elle tenait ses caractéristiques physiques. « Je ne lui ressemble même pas », murmura-t-elle en ajustant son col. Elle avait choisi un tailleur bleu marine, plus sévère que celui de la veille, une armure pour affronter cette journée qui s'annonçait éprouvante. En quittant l'appartement, elle jeta un œil vers la chambre de sa mère. Monique dormait encore, épuisée par les émotions de la soirée précédente et les médicaments qui la maintenaient dans un état de somnolence perpétuelle. Dans le métro bondé, Élise répétait mentalement les scénarios possibles. Confronter Laurent directement, feindre l'ignorance et l'observer, démissionner sur le champ. Cette dernière option était tentante, mais irréaliste. Ils avaient besoin de cet argent. À son arrivée au cabinet Delaunay & Associés, l'atmosphère lui sembla différente. Ou peut-être était-ce son regard qui avait changé. Les employés s'affairaient comme la veille, mais elle percevait désormais les jeux de pouvoir subtils, les hiérarchies invisibles, les alliances tacites. « Bonjour, Élise », l'accueillit Sophie avec un sourire qui semblait teinté d'une étrange mélancolie. « Maître Delaunay vous attend pour le tri du courrier dans son bureau. » Le cœur d'Élise manqua un battement. Si vite, elle n'était pas prête. « Merci Sophie, j'y vais tout de suite. » Dans l'ascenseur qui la menait à l'étage de la direction, Élise ajusta sa posture, releva le menton. Elle ne serait pas intimidée. Laurent Delaunay était au téléphone lorsqu'elle frappa à la porte entr'ouverte. Il lui fit signe d'entrer d'un geste de la main. Continuant sa conversation en anglais avec ce qui semblait être un client important, Élise s'assit silencieusement, observant l'homme qui parlait avec autorité. Son père. Le mot résonnait étrangement dans son esprit. Elle remarqua immédiatement que la photographie du tournesol n'était plus sur le bureau. À sa place, un simple porte-stylo en cuir noir. Le message était clair. Retour à la froideur professionnelle. Laurent termina son appel et se tourna vers elle, son visage parfaitement composé. « Mademoiselle Mercier, comment allez-vous ce matin ?» Pas la moindre trace d'émotion dans sa voix, aucun indice qu'il était autre chose que son employeur. « Très bien, merci », répondit-elle sur le même ton. « Je suis prête pour le tri du courrier. » Il hocha la tête et poussa vers elle une pile de lettres. « Classez-les par ordre de priorité. Les correspondances des clients du groupe A en premier, puis les tribunaux, puis les administrations. Le reste peut attendre. » Pendant qu'elle s'exécutait, Élise sentait son regard sur elle par intermittence. Étudiait-il ses gestes? Cherchait-il une ressemblance? Ou imaginait-elle ses regards? Où est la photographie qui était sur votre bureau hier? La question avait franchi ses lèvres avant même qu'elle puisse la retenir. Laurent se figea imperceptiblement. « Je l'ai rangée ?» répondit-il après un silence. Elle me distrayait. Leurs regards se croisèrent. Une tension palpable flotta dans l'air, comme si chacun attendait que l'autre brise ce statu quo fragile. Finalement, Laurent détourna les yeux. « Ces dossiers doivent être classés par date », dit-il en désignant une autre pile. « Et j'aurais besoin que vous prépariez une synthèse de ce compte-rendu d'audience pour 14 heures. » Le message était clair. Retour au travail, pas de discussion personnelle.
Les jours qui suivirent se déroulèrent selon le même schéma. Élise exécutait ses tâches avec une efficacité remarquable. Gagnant peu à peu la confiance professionnelle de Laurent, il lui confiait des responsabilités croissantes, mais maintenait une distance émotionnelle absolue. Sophie Lemaire observait cette dynamique étrange avec une attention discrète. Un matin, elle surprit Élise en train de contempler une photo de Laurent dans un magazine juridique. « Il est impressionnant, n'est-ce pas ?» dit Sophie en lui tendant un café. Élise sursauta, gênée d'avoir été surprise. « Oui, je suppose », répondit-elle évasivement. Sophie s'assit sur le coin du bureau, baissant la voix bien que le couloir fût désert. « Vous savez, je travaille pour lui depuis plus de 20 ans. Je l'ai vu construire ce cabinet à partir de rien. » Élise leva les yeux, soudain intéressée. « Vous le connaissez bien ?»« Alors ?» Sophie eut un sourire énigmatique. « Aussi bien qu'on peut connaître Laurent Delaunay, c'est un homme, complexe, brillant mais solitaire, même dans une salle pleine de gens, il semble seul. » Elle marqua une pause, comme si elle hésitait à poursuivre. Il y a toujours eu cette tristesse en lui, quelque chose de non résolu, sa femme n'a jamais su comment l'atteindre. « Sa femme », répéta Élise, le cœur battant. « Geneviève, c'est ça. » « Oui, Geneviève de Montfort-de-Launay. Elle vient d'une vieille famille. Vous la rencontrerez peut-être. Elle passe au cabinet de temps en temps. » Sophie sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais le téléphone sonna, interrompant leur conversation. Cet après-midi-là, alors qu'Élise terminait de classer un dossier important, une agitation inhabituelle parcourut l'étage, des murmures, des regards furtifs. Même les associés semblaient se tenir plus droit, ajustant leurs cravates. La raison fit son entrée quelques minutes plus tard. Geneviève Delaunay traversa l'open space comme une reine visitant ses sujets. Grande, mince, vêtue d'un tailleur Chanel crème et de bijoux discrets mais visiblement coûteux, elle incarnait l'élégance aristocratique parisienne. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés encadraient un visage aux traits fins qui avait dû être magnifique dans sa jeunesse et qui conservait encore une beauté glaciale à plus de 50 ans. Élise sentit sa gorge se serrer. Cette femme était celle qui avait menacé sa mère, qui avait forcé son père à les abandonner. Geneviève s'arrêta devant le bureau d'Élise, la dévisageant avec une curiosité à peine dissimulée. « Vous devez être la nouvelle secrétaire », dit-elle d'une voix posée, où perçait un léger accent du 16e arrondissement. « Mademoiselle, Mercier, Élise Mercier », répondit-elle en se levant, tendant une main que Geneviève effleura à peine. Quelque chose passa dans le regard de la femme, une étincelle de reconnaissance, d'inquiétude. Impossible à dire. « Enchantée, mademoiselle Mercier. Mon mari a-t-il mentionné mon arrivée ?»« Non, madame Delaunay. Il est en réunion avec maître Fournier actuellement. »« Je vois. » Geneviève l'étudiait comme une scientifique examinerait un spécimen inhabituel. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Une semaine, madame. »« Et d'où venez-vous ? Vous n'avez pas l'accent parisien ?» Élise se raidit. Ces questions dépassèrent la simple politesse. « Je suis née à Paris, mais j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. » Geneviève hocha la tête, comme si cette information confirmait quelque chose. Intéressant, Laurent a toujours eu un certain intérêt pour les talents venus de province. L'insinuation était claire. Le mépris à peine voilé, Élise serra les poings sous son bureau, avant qu'elle puisse répondre. La porte du bureau de Laurent s'ouvrit. Il se figea en apercevant sa femme, puis s'avança vers elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Geneviève, quelle surprise !»« Une agréable surprise, j'espère », répondit-elle en tendant sa joue pour un baiser qu'il déposa mécaniquement. « Je passais dans le quartier après mon comité à la fondation. » Laurent jeta un regard rapide vers Élise, presque imperceptible, mais que Geneviève ne manqua pas. « Je vois que tu as rencontré notre nouvelle recrue, » dit-il d'un ton soigneusement neutre. « Oui, charmante. Elle a quelque chose de familier. » Laurent posa une main sur le bras de sa femme, la guidant fermement vers son bureau. « Viens, j'ai quelques minutes avant mon prochain rendez-vous, » lorsque la porte se referma sur eux. Élise relâcha enfin sa respiration. Cette brève rencontre l'avait épuisée plus qu'une journée entière de travail. Sophie s'approcha, lui tendant un dossier comme prétexte pour lui parler. « Ne vous inquiétez pas, » murmura-t-elle. « Elle traite tout le monde ainsi. Elle ne semble pas très chaleureuse, » répondit Élise à voix basse. Sophie eut un rire sans joie. « C'est le moins qu'on puisse dire.
Leur mariage est une façade depuis des années, une alliance entre deux noms, deux fortunes. 1 heure plus tard, Geneviève repartit comme elle était venue. Laissant derrière elle un parfum coûteux et une atmosphère tendue, Laurent, inhabituellement pâle, convoqua Élise dans son bureau. « Le dossier Bertrand ?» dit-il sans préambule. « Où en est-il ?»« Je l'ai rangé dans l'armoire des affaires en cours. »« Comme vous me l'aviez demandé, » répondit-elle. Confuse, Laurent fronça les sourcils. « Impossible. Je l'ai cherché partout. Ensemble. » Ils vérifièrent l'armoire, puis le bureau d'Élise. Le dossier avait disparu. « C'est embêtant, » marmonna Laurent. « Très embêtant, ce dossier contient des informations confidentielles sur une fusion en cours. » Ses yeux se posèrent sur Élise avec une intensité nouvelle. « Êtes-vous certaine de l'avoir rangé correctement ?»« Absolument certaine, » affirma-t-elle, soutenant son regard. « Je ne fais jamais d'erreur sur le classement. » Laurent soupira, passant une main sur son visage fatigué. « Bon, nous le retrouverons. En attendant, prévenez-moi si vous remarquez quoi que ce soit. » Inhabituel. En quittant son bureau, Élise ne put s'empêcher de penser que la disparition de ce dossier, juste après la visite de Geneviève, n'était peut-être pas une coïncidence. Les jeux de pouvoir venèrent de commencer, les jours suivants furent ponctués d'incidents similaires. Un rapport important disparut de l'ordinateur d'Élise. Un client se plaignit de n'avoir jamais reçu un courriel qu'elle était certaine d'avoir envoyé. Des rendez-vous furent mystérieusement annulés sans que personne n'en assume la responsabilité. Chaque matin, Élise arrivait au cabinet avec une boule au ventre, se demandant quelle nouvelle catastrophe l'attendait. Chaque soir, elle rentrait épuisée, l'esprit embrumé par l'anxiété et les soupçons. « Je ne comprends pas ce qui se passe », confia-t-elle à Monique un soir, alors qu'elle partageait un repas frugal. « C'est comme si quelqu'un essayait délibérément de me faire passer pour incompétente. » La santé de Monique s'était détériorée depuis les révélations sur Laurent. Elle mangeait à peine, dormait mal, et sa toux s'était aggravée. Le médecin avait prescrit de nouveaux médicaments, plus coûteux encore que les précédents. « Tu penses que c'est elle ?» demanda Monique, le regard fiévreux. « Cette femme, Geneviève. » Élise haussa les épaules, repoussant son assiette à peine entamée. « Peut-être, ou peut-être Laurent lui-même, pour me tester, ou me pousser à partir. » « Tu devrais peut-être chercher un autre emploi, » suggéra doucement Monique. « Non. » La réponse d'Élise fut catégorique. « Je ne fuirai pas. Pas comme. » Elle s'interrompit. Mais le mal était fait. Les mots non prononcés flottèrent entre elles. « Pas comme tu l'as fait. » Monique pâlit davantage. « Je suis désolée, » murmura Élise en prenant la main de sa mère. « Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que j'ai besoin de comprendre pourquoi il m'a fait venir dans sa vie après toutes ces années. » « Fais attention à toi, » dit simplement Monique. « Ces gens-là n'ont pas les mêmes règles que nous. » Au cabinet, la situation devint encore plus tendue. Laurent oscillait entre une froideur professionnelle et des moments de sollicitude inexpliqués, comme lorsqu'il lui offrit de quitter plus tôt un soir d'orage, ou quand il défendit son travail face aux critiques d'un associé. Sophie, de son côté, semblait surveiller Élise avec une attention particulière. Un matin, elle la prit à part dans la salle de photocopie. « Méfiez-vous » murmura-t-elle en vérifiant que personne ne pouvait les entendre. « Geneviève a demandé votre dossier personnel au service RH. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. Pourquoi ferait-elle ça? Je l'ignore, mais ce n'est jamais bon signe. La dernière fois qu'elle s'est intéressée à un employé, celui-ci a été licencié dans la semaine. Cette information renforça les soupçons d'Élise. Elle commença à prendre des précautions, sauvegarder tous ses courriels, photocopier les documents importants, noter méticuleusement chaque tâche accomplie. Un mardi matin, alors qu'Élise venait de poser son sac à son bureau, Laurent l'appela dans son bureau. Son visage était grave. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle s'exécuta, le cœur battant. Était-ce enfin le moment de vérité? « Je viens de recevoir un appel de la banque Rothline, » commença-t-il en la fixant intensément. Ils n'ont jamais reçu les documents confidentiels pour le dossier de fusion. « C'est impossible, » protesta Élise. « J'ai envoyé le coursier moi-même jeudi dernier, j'ai même son reçu. » Elle sortit de son carnet un petit papier rose qu'elle tendit à Laurent. Il l'examina attentivement. Ce reçu indique que le colis a été livré à l'adresse de leur siège social. Mais à l'attention d'un certain Marcel Giroux. Or, mon contact chez Rothline s'appelle Philippe Dantec. Élise blêmit.
Elle était certaine d'avoir écrit le nom correct sur l'enveloppe. Je ne comprends pas. Je suis absolument sûre d'avoir inscrit Monsieur Dantec comme destinataire. Laurent posa le reçu sur son bureau, son regard indéchiffrable. Écoutez, mademoiselle Mercier, depuis votre arrivée, nous avons connu une série d'incidents inhabituels, dossiers égarés, courriels non reçus, rendez-vous annulés. Vous pensez que c'est ma faute ? La voix d'Élise tremblait d'indignation. Je pense, répondit-il lentement, que je vous ai peut-être confié trop de responsabilités trop rapidement. Cette phrase, prononcée avec une douceur presque paternelle, fut plus blessante qu'une accusation directe. Je n'ai commis aucune de ces erreurs, affirma-t-elle en soutenant son regard. Quelqu'un cherche à me discréditer, et je pense que vous savez qui. L'espace d'un instant, quelque chose vacilla dans les yeux gris de Laurent, de la culpabilité, de la tristesse. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Pas encore, mais je les trouverai. Un silence pesant s'installa entre eux. Finalement, Laurent se leva et s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Élise. « Peut-être ai-je commis une erreur en vous embauchant ?» dit-il d'une voix à peine audible. C'était le moment. Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle se leva à son tour, les jambes tremblantes mais la voix ferme. « Pourquoi gardez-vous ma photographie sur votre bureau ?» Laurent se figea. Quand il se retourna, son visage était livide. « Je vous demande pardon. La photographie du tournesol, celle d'une petite fille de 4 ans. Moi... » Les mains de Laurent agrippèrent le rebord de la fenêtre, ses jointures blanchissant sous la pression. « Comment ? Ma mère m'a tout raconté, » coupa Élise. « Monique Mercier, vous vous souvenez d'elle, n'est-ce pas ? La femme de ménage que vous avez mise à la porte quand elle était enceinte de votre enfant. » Les mots, durs et tranchants, résonnèrent dans le bureau silencieux. Laurent ferma brièvement les yeux, comme frappé physiquement. « Bien sûr que je me souviens d'elle, » murmura-t-il finalement. « Pas un jour ne passe sans que je pense à elle. À vous. » Il se dirigea vers un tableau accroché au mur. Le faisant pivoter, il révéla un petit coffre-fort dont il composa la combinaison d'une main légèrement tremblante. À l'intérieur se trouvait la photographie du tournesol, soigneusement conservée dans un étui en plastique, pendant 26 ans, dit-il en caressant le cadre. C'était tout ce qu'il me restait de vous. Élise sentit sa gorge se nouer. Pourquoi maintenant ? Pourquoi m'avoir fait venir ici après toutes ces années ? Laurent reposa la photographie et referma le coffre. J'ai essayé de vous retrouver plusieurs fois, avoua-t-il. Mais Monique avait disparu sans laisser de traces. Puis, il y a 2 mois, j'ai vu votre CV passer sur mon bureau. Mercier Élise, née le 14 juillet 1994. C'était vous, je n'ai pas pu résister. Vous auriez pu me dire la vérité dès le début. Et qu'auriez-vous fait ? Seriez-vous venu travailler ici en sachant que j'étais votre père, le père qui vous a abandonné ? La porte s'ouvrit brusquement, les faisant sursauter tous les deux. Geneviève se tenait dans l'embrasure, son regard passant de l'un à l'autre avec une suspicion évidente. « Je dérange, peut-être ?» demanda-t-elle d'une voix doucereuse. « Nous discutions du dossier Rothelin », répondit Laurent, en reprenant instantanément son masque professionnel. « Un problème de livraison. Vraiment. » Geneviève s'avança dans la pièce, son parfum coûteux emplissant l'espace. J'ai cru entendre des éclats de voix. Ses yeux scrutèrent Élise avec une intensité nouvelle, comme si elle la voyait vraiment pour la première fois. Mademoiselle Mercier et moi avions une différence d'opinion sur la façon de gérer cette situation, expliqua Laurent. Geneviève sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, ne laisse pas cette jeune personne te contrarier, Laurent. Après tout, elle n'est ici que depuis, 2 semaines ? Le mépris dans sa voix était palpable. Élise serra les poings, mais garda un visage impassible. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-elle, en se dirigeant vers la porte. « J'ai du travail qui m'attend. »« Bien sûr, ma chère, » répondit Geneviève, en se plaçant subtilement entre elle et Laurent. « Nous ne voudrions pas vous retenir, en sortant. » Élise entendit Geneviève murmurer à Laurent. « Cette fille me semble bien familière. Tu ne trouves pas ?» Dans l'open space, Sophie lui jeta un regard inquiet. Élise s'efforça de sourire pour la rassurer, mais intérieurement, elle bouillonnait. La conversation avec Laurent avait été interrompue au moment crucial. Maintenant, Geneviève était clairement suspicieuse, et les sabotages mystérieux continuaient. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Élise trouva sa mère étendue sur le sol de la salle de bain, inconsciente. Une ambulance l'emmena aux urgences où un médecin au visage grave
leur annonça que l'état de Monique s'était considérablement aggravé. « Elle va avoir besoin d'un nouveau traitement », expliqua-t-il, plus agressif et malheureusement non couvert par la sécurité sociale. Élise regarda sa mère, si fragile dans ce lit d'hôpital, puis elle pensa à Laurent et à sa fortune, à cette famille qui aurait dû être la sienne. Elle prit alors une décision, quelles que soient les manigances de Geneviève, quels que soient les doutes de Laurent, elle ne reculerait pas, trop longtemps. Ils avaient vécu dans la pauvreté pendant que son père biologique prospérait. Il était temps que la vérité éclate au grand jour. Élise passa la nuit au chevet de sa mère, somnolente occasionnellement sur la chaise inconfortable de la chambre d'hôpital. Au petit matin, elle appela le cabinet pour informer qu'elle serait absente. Ce fut Sophie qui répondit. « Je suis désolée d'apprendre pour votre mère », dit-elle avec une sincérité évidente. « Prenez votre temps. Je m'occupe de prévenir Maître Delaunay. » Quelques heures plus tard, alors que Monique dormait sous sédatif, le téléphone d'Élise vibra. Un message de Sophie. « Maître D demande de vos nouvelles, étrangement inquiet. Appelez-moi quand vous pouvez. » Élise fixa l'écran, perplexe. Laurent s'inquiétait pour elle, pour Monique, ou simplement pour son travail non accompli. Elle sortit dans le couloir pour appeler Sophie. « Il était vraiment préoccupé », confirma Sophie à voix basse. « Il a demandé quel hôpital, quelle chambre. J'ai cru qu'il allait s'y rendre. Et Geneviève ?» Un bref silence. « Elle est passée ce matin. Elle a fouillé dans votre bureau pendant que tout le monde était en réunion. » Le sang d'Élise se glaça. « Vous l'avez vue ? » ?»« Oui, je suis revenue chercher un dossier. Elle prétendait chercher un stylo, mais elle avait votre carnet d'adresse entre les mains. »« Mon carnet ?» Élise ferma les yeux. L'adresse de leur appartement s'y trouvait, ainsi que les coordonnées de l'hôpital où Monique recevait habituellement ses soins. « Élise, je dois vous dire quelque chose, » reprit Sophie, sa voix encore plus basse. « Quelque chose que j'aurais dû vous dire depuis le début. » Un médecin passa, interrompant momentanément leur conversation. Quand il fut hors de portée, Élise reprit. « Je vous écoute. Je sais qui vous êtes, » dit simplement Sophie. « Je l'ai toujours su. » Élise s'appuya contre le mur, soudain étourdie. « Comment ? J'étais déjà l'assistante de Laurent quand votre mère travaillait chez les Delaunay. Je l'aimais bien. Elle était lumineuse. Laurent aussi l'aimait. Ça crevait les yeux. Vous connaissiez leur liaison. Tout le personnel le savait. Geneviève était la seule à ne rien voir ou à faire semblant. Puis un jour, votre mère a disparu. Laurent était dévasté, mais il n'en a jamais parlé. » Élise digéra cette information, ses pensées tournoyant. « Ce n'est pas tout, » continua Sophie. « Pendant des années, votre mère a écrit à Laurent. » Quoi ? Le choc fut tel qu'Élise manqua de lâcher son téléphone. Ma mère m'a dit qu'elle n'avait jamais repris contact, sauf pour lui envoyer ma photo une fois. Elle a écrit des dizaines de lettres, j'en ai intercepté certaines moi-même, sur ordre de Laurent au début, puis de Geneviève. Vous avez intercepté les lettres de ma mère. La voix d'Élise tremblait d'indignation. Je n'en suis pas fière, admit Sophie, mais j'étais jeune. J'avais besoin de ce travail. Laurent disait que c'était mieux ainsi, pour tout le monde. Plus tard, j'ai découvert que Geneviève prenait les lettres avant qu'elles n'arrivent à Laurent. Un médecin sortit de la chambre voisine. Jetant un regard curieux à Élise, elle baissa la voix. « Avez-vous gardé ces lettres ? Certaines ? Celles que j'ai pu sauver ? Geneviève en a probablement détruit la plupart. » Élise ferma les yeux, assimilant cette révélation. Sa mère avait menti, par honte, peut-être, ou pour la protéger d'une vérité encore plus douloureuse. Non seulement son père les avait abandonnés, mais il avait délibérément ignoré leur tentative de contact. « Je veux voir ces lettres. Je vous les apporterai. Mais soyez prudente. » Élise, Geneviève est dangereuse quand elle se sent menacée. Après avoir raccroché, Élise resta un moment adossée au mur, le regard perdu dans le vide. L'histoire qu'elle croyait connaître se complexifiait. Les certitudes s'effilochaient en retournant dans la chambre. Elle trouva sa mère réveillée, le regard fiévreux. « Qui était-ce » demanda faiblement Monique. « Sophie, du bureau », répondit Élise en s'asseyant à son chevet. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais écrit à Laurent pendant toutes ces années ?» Le visage déjà pâle de Monique blêmit davantage. Ses doigts amaigris serrèrent le drap. « Comment le sais-tu ? Sophie vient de me le dire. Elle a intercepté certaines de tes lettres. » Monique détourna le regard vers la fenêtre, où
où la pluie traçait des sillons sur la vitre. « À quoi bon t'en parler ?» Il n'a jamais répondu, pas une fois en 26 ans. « Peut-être qu'il ne les a jamais reçus ?» suggéra doucement Élise. Sophie dit que Geneviève les interceptait. Un rire amer secoua Monique, déclenchant une quinte de tout. Quelle différence cela fait-il? S'il avait vraiment voulu nous retrouver, il l'aurait fait. Un homme comme lui, avec son argent, ses relations. Elle avait raison, bien sûr. Pourtant, Élise ne pouvait s'empêcher de repenser à l'expression de Laurent quand il avait caressé la photographie du tournesol. À sa voix quand il avait admis penser à elle chaque jour. « Que disaient ces lettres ?» demanda-t-elle. Monique ferma les yeux, épuisée. Au début, je le suppliais de nous revoir, de te reconnaître. Je lui envoyais des photos de toi, tes dessins d'école. Puis, avec le temps, les lettres sont devenues plus rares, plus factuelles, juste pour qu'il sache que tu grandissais bien, malgré tout. Sa voix se brisa légèrement. La dernière, je l'ai écrite pour tes 16 ans. Je lui ai dit que tu voulais devenir avocate. Comme lui, quelle ironie, n'est-ce pas? Élise prit la main de sa mère, sentant les larmes lui monter aux yeux. Je suis désolée, maman. Désolée pour tout ce que tu as enduré seule. Monique serra sa main, un faible sourire éclairant son visage épuisé. Ne le sois pas. Tu as été ma force, mon unique bonheur. Je referais exactement les mêmes choix. Cette nuit-là, Élise rentra brièvement à l'appartement pour prendre des affaires. Sur le palier, elle trouva un petit paquet, à l'intérieur, une enveloppe contenant une dizaine de lettres jaunies par le temps, et un mot de Sophie. « C'est tout ce que j'ai pu sauver. Soyez prudente. » Élise passa une partie de la nuit à lire ces fragments de l'histoire de sa mère, des lettres émouvantes, pleines d'amour et de chagrin, des lettres qui n'avaient jamais atteint leur destinataire. La dernière datait de ses 16 ans, comme Monique l'avait dit. « Elle te ressemble tellement, Laurent. Elle a ton intelligence, ta détermination. Elle veut devenir avocate, défendre les injustices. Si seulement tu pouvais la voir. » Au petit matin, épuisée mais résolue, Élise retourna au cabinet. Elle trouva Laurent dans son bureau, les traits tirés comme s'il n'avait pas dormi. « Comment va votre mère ?» demanda-t-il sans préambule. « Mal, » répondit franchement Élise. « Elle a besoin d'un traitement spécial que nous ne pouvons pas nous permettre. » Elle posa délibérément les lettres sur son bureau. Laurent les fixa, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ? Les lettres que ma mère vous a écrites pendant 20 ans ? Des lettres que vous n'avez jamais lues parce que votre femme les interceptait ?» Laurent prit la première lettre d'une main tremblante. Reconnaissant visiblement l'écriture, son visage se décomposa au fur et à mesure de sa lecture. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, livide. « Je vous jure que je ne savais pas. Geneviève m'avait dit qu'elle avait engagé un détective, que vous aviez quitté la France. Et vous l'avez cru, sans chercher à vérifier. » Laurent passa une main sur son visage, soudain vieilli de 10 ans. « J'étais lâche, » admit-il. Une partie de moi était soulagée d'avoir une excuse pour ne pas affronter mes responsabilités. Ma carrière décollait. Geneviève attendait un enfant. Un enfant. Élise se figea. « J'ai un demi-frère ou une demi-sœur. » Un ombre passa sur le visage de Laurent. « Elle a perdu le bébé au 4e mois. Notre mariage n'a plus jamais été le même après ça. » Un silence pesant s'installa. Dehors, la pluie s'intensifiait, martelant les vitres du bureau. « Pourquoi m'avoir fait venir ici ?» demanda finalement Élise. « Pour apaiser votre conscience. »« Peut-être, au début, » concéda Laurent. « Mais quand je vous ai vue, si forte, si intelligente malgré tout ce que la vie vous avait refusé, j'ai voulu vous connaître. Être dans votre vie, d'une façon ou d'une autre. » Il se leva, contourna son bureau et s'approcha d'elle. « Élise, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais peut-être pourrions-nous... » La porte s'ouvrit brusquement, interrompant ses paroles. Geneviève entra, son regard passant rapidement des lettres éparpillées sur le bureau au visage bouleversé de Laurent. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Laurent se redressa, affrontant pour la première fois sa femme avec une détermination nouvelle. « Geneviève, je te présente Élise, ma fille. » Le visage de Geneviève se figea dans un masque de stupeur, puis de colère froide. Ses yeux scrutèrent Élise de la tête aux pieds, comme évaluant une menace. « Ta fille !» répéta-t-elle avec un rire sec. « Cette petite opportuniste, comme sa mère, je présume. Ne parle pas d'elles ainsi !» gronda Laurent. « Oh, je vois. » Geneviève s'avança dans la pièce, son parfum capiteux envahissant l'espace. «
Tu as retrouvé ta femme de ménage et son bâtard. Et maintenant, tu joues les pères repentants. Comme c'est touchant. » Élise fit un pas en avant, la rage bouillonnant en elle. « Ma mère est mourante à cause de vous, pendant que vous viviez dans le luxe. Elle se tuait à la tâche pour m'élever seule. » Geneviève haussa un sourcil parfaitement épilé. « Et maintenant, tu viens réclamer ta part d'héritage, je suppose. Typique. »« Ça suffit, » tonna Laurent. « Élise est ma fille, que cela te plaise ou non, et je compte bien assumer mes responsabilités envers elle et Monique. » Une lueur dangereuse s'alluma dans le regard de Geneviève. « Vraiment. Et que diront tes associés quand ils apprendront que le grand Laurent Delaunay a engrossé sa bonne? Que diront les clients, la presse ?» La menace était claire. Laurent pâlit, mais resta ferme. « Fais ce que tu veux, Geneviève. Je ne reculerai pas cette fois. » Un sourire glacial étira les lèvres de Geneviève. « Nous verrons. » Sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle une atmosphère électrique. Élise et Laurent se regardèrent, conscients que la bataille venait seulement de commencer. La photographie du tournesol avait disparu du bureau. Les jours qui suivirent furent tendus au cabinet Delaunay & Associés. La nouvelle de la confrontation entre Laurent, Geneviève et Élise s'était répandue comme une traînée de poudre, alimentant les rumeurs dans les couloirs feutrés. Les regards curieux suivaient Élise à chacun de ses déplacements. Les conversations s'interrompaient à son approche. Sophie était devenue son alliée déclarée, la protégeant des commérages et des manigances de Geneviève qui redoublaient d'intensité. Des emails disparaissaient, des rendez-vous étaient annulés, des documents importants s'égaraient mystérieusement. « Elle essaie de vous pousser à la faute », expliqua Sophie en lui apportant un café. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Laurent, quant à lui, semblait tiraillé entre deux mondes. Dans la sphère professionnelle, il maintenait les apparences, gardant ses distances avec Élise. Mais en privé, il cherchait maladroitement à établir un lien, s'enquérant de la santé de Monique, offrant de couvrir les frais médicaux. « Je n'ai pas besoin de votre charité », avait d'abord refusé Élise, la fierté l'emportant sur la raison. « Ce n'est pas de la charité », avait répondu Laurent, une note de douleur dans la voix. « C'est ma responsabilité, la moindre des choses après toutes ces années. » Finalement, le besoin avait eu raison de son orgueil. L'état de Monique nécessitait des soins coûteux. Et le salaire d'Élise ne suffisait pas. Laurent avait organisé le transfert de Monique dans une clinique privée où elle recevait désormais les meilleurs traitements. Un matin, alors qu'Élise arrivait au bureau, elle trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une simple carte. « Mon bureau, 11h, important, LD. » À l'heure dite, elle frappa à la porte de Laurent. Il n'était pas seul. Face à lui se tenait Geneviève, un sourire victorieux aux lèvres. « Ah, la voilà enfin », dit-elle en examinant Élise de la tête aux pieds. La prétendue héritière, Laurent se leva, le visage tendu. « Élise, merci d'être venue. Geneviève a suggéré quelque chose que je trouve raisonnable, compte tenu des circonstances. » Élise croisa les bras, méfiante. « Je vous écoute. » « Un test ADN, intervint Geneviève, savourant chaque syllabe. « Pour confirmer tes affirmations. »« Mes affirmations, » répéta Élise, incrédule. « Je n'ai rien affirmé du tout. C'est ma mère qui m'a révélé la vérité, et Monsieur Delaunay qui l'a confirmé. »« Monique pourrait mentir, » répliqua Geneviève avec un haussement d'épaules négligent. « Quant à Laurent, disons qu'il a toujours eu un faible pour les histoires tragiques et les jolies femmes en détresse. » « Geneviève, » avertit Laurent, le ton glacial. « Quoi? Je ne fais qu'exprimer des doutes légitimes si elle est vraiment ta fille. Un simple test le confirmera. Et si elle ne l'est pas, le sous-entendu était clair. Si le test était négatif, Élise serait démasquée comme une menteuse opportuniste, tout comme sa mère. « Je n'ai rien à prouver, » déclara fermement Élise. « Je connais la vérité. Vous aussi. Alors le test ne posera aucun problème, » conclut Geneviève avec un sourire froid. Laurent s'approcha d'Élise, baissant la voix pour que Geneviève ne puisse entendre. « Je sais que c'est humiliant, mais c'est le moyen le plus rapide d'en finir avec ses doutes et ses manigances. Une fois que nous aurons une preuve scientifique, elle ne pourra plus nier la réalité. » Élise hésita. Une part d'elle voulait refuser par principe, ne pas se soumettre aux exigences de cette femme qui avait détruit sa famille avant même sa naissance.
Mais une autre part reconnaissait la logique de Laurent. « D'accord, accepta-t-elle finalement. Faisons ce test. » 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un laboratoire privé du 7e arrondissement. La procédure fut rapide, presque banale. Un prélèvement buccal, des formulaires à signer, une attente de 2 semaines annoncée pour les résultats. « Je paierai pour accélérer la procédure », déclara Laurent en sortant du laboratoire. « Nous aurons les résultats dans 3 jours. » Le retour au cabinet se fit dans un silence pesant. En arrivant, ils trouvèrent 2 des associés principaux qui attendaient Laurent dans son bureau. « Un problème ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Des rumeurs circulent, Laurent ?» commença le plus âgé, Maître Bonnet. « Des rumeurs concernant ta relation avec ta nouvelle secrétaire. » Laurent se raidit imperceptiblement. « Ma relation professionnelle, tu veux dire ?» Maître Bonnet échangea un regard avec son collègue. « Ne joue pas à ça avec nous. La moitié du cabinet murmure que cette jeune femme serait ta fille illégitime. Est-ce vrai ?» Élise, qui se tenait en retrait, sentit son cœur s'accélérer. Laurent resta immobile un instant, puis se tourna vers elle. « Élise, pourriez-vous nous laisser, s'il vous plaît ?» Elle acquiesça et sortit, mais resta près de la porte entr'ouverte, tendant l'oreille. « Vous savez que j'ai bâti ce cabinet à partir de rien ?» commença Laurent. Sa voix inhabituellement émotive. « J'y ai consacré 30 ans de ma vie, sacrifié mon temps, ma santé, parfois mon éthique. Personne ne remet en question ton dévouement, » intervint l'autre associé. « Mais notre réputation est en jeu. Les clients commencent à poser des questions. » « Des questions sur quoi ?»« Exactement, » répliqua Laurent, la voix plus dure. « Sur le fait qu'un homme puisse avoir une fille, que cette fille puisse travailler dans le même cabinet que lui. Sur le scandale potentiel, » précisa Maître Bonnet. « Sur l'enfant caché, l'employé domestique mis à la porte. Les années de mensonges. Qui vous a raconté ces détails ?» demanda Laurent, soudain suspicieux. Un silence. « Geneviève est passée nous voir ce matin, » admit finalement Bonnet. Elle était préoccupée par l'impact que cette situation pourrait avoir sur le cabinet. Un rire amer échappa à Laurent. « Ah, bien sûr, toujours soucieuse du bien-être du cabinet, ma femme. » Élise s'éloigna de la porte, ne supportant plus d'entendre cette conversation. Elle retourna à son bureau, où Sophie l'attendait avec un regard inquiet. « Mauvaise journée ?» demanda-t-elle doucement. « Test ADN ce matin, confrontation avec les associés maintenant », résuma Élise en s'effondrant sur sa chaise. Geneviève a lancé sa contre-attaque. Sophie secoua la tête, consternée. « Cette femme est impitoyable. J'ai travaillé ici pendant 20 ans, et je l'ai vue détruire des carrières pour bien moins que ça. Pourquoi est-elle si acharnée ?» demanda Élise. « Elle n'aime même pas Laurent. Leur mariage est une façade. Vous me l'avez dit vous-même. Ce n'est pas une question d'amour, » expliqua Sophie. « C'est une question de pouvoir, d'image sociale pour Geneviève. L'idée que son mari est une fille avec une domestique et que cette fille n'apparaisse soudainement dans leur vie, c'est une humiliation publique insupportable. » Le soir même, alors qu'Élise s'apprêtait à quitter le bureau pour se rendre à la clinique, Laurent l'arrêta dans le hall. « Comment va Monique ?» demanda-t-il, visiblement mal à l'aise. « Mieux depuis qu'elle est dans cette clinique, » répondit Élise, reconnaissante malgré elle. « Les médecins sont plus optimistes. » Laurent hocha la tête. Soulagé. « Je voudrais la voir, » dit-il soudain. « Si elle accepte, bien sûr. » Élise le dévisagea, cherchant à comprendre sa motivation. « Pourquoi maintenant, après tout ce temps ? » « Parce que j'ai été un lâche trop longtemps, » admit-il simplement. « Et parce que j'ai besoin de son pardon, même si je ne le mérite pas. » Quelque chose dans sa voix, dans la vulnérabilité inhabituelle de son regard, toucha Élise. « Je lui demanderai, » promit-elle, « mais je ne peux pas garantir sa réponse. » À la clinique, elle trouva Monique plus alerte, les joues légèrement rosies, les nouveaux traitements semblaient en faire effet. « Laurent veut te voir », annonça Élise, après les salutations habituelles. Monique se figea, ses doigts se crispant sur le drap. « Après 26 ans, pourquoi ? Il dit qu'il a besoin de ton pardon ?» Un rire sans joie échappa à Monique. « Mon pardon, comme si c'était si simple. » Elle resta silencieuse un moment, perdue dans ses souvenirs. « Nous avons fait un test ADN aujourd'hui, » poursuivit Élise. « À la demande de Geneviève. »« Cette femme, » murmura Monique, le visage soudain durci. « Elle n'a donc pas changé ? Tu la connaissais bien ? Suffisamment pour la craindre. Elle avait cette façon de te regarder,
comme si tu n'étais qu'un insecte qu'elle pourrait écraser à tout moment. Monique se redressa légèrement dans son lit. « Qu'il vienne », décida-t-elle soudain. « Je veux le voir, lui dire en face tout ce que j'ai gardé pour moi pendant ces années. » Le lendemain soir, Laurent se présenta à la clinique, un bouquet de tournesol à la main. Un choix qui n'était certainement pas anodin. Élise l'accueillit dans le couloir, le conduisant vers la chambre de Monique. « Elle est fatiguée », prévint-elle. « Ne restez pas trop longtemps. » Laurent acquiesça, visiblement nerveux, à l'entrée de la chambre. Il s'arrêta, comme frappé par la vision de Monique dans ce lit d'hôpital. La femme qu'il avait connue pleine de vie et de jeunesse était maintenant amaigrie, vieillie prématurément par la maladie et les épreuves. « Monique », murmura-t-il, la voix étranglée. Elle tourna la tête vers lui, son regard indéchiffrable. « Laurent, entre. Ne reste pas planté là comme un fantôme. » Élise s'éclipsa discrètement, leur laissant l'intimité nécessaire pour ces retrouvailles douloureuses. Elle s'installa dans la salle d'attente, feuilletant distraitement un magazine sans parvenir à se concentrer. 1 heure plus tard, Laurent ressortit, le visage marqué par l'émotion, sans un mot. Il s'assit près d'Élise. « Elle m'a tout dit », dit-il finalement. « Les lettres, les années de galère, ta maladie quand tu étais petite, les nuits où elle travaillait double pour payer les médicaments. » Sa voix se brisa. « J'aurais dû être là, j'aurais dû vous chercher, vous retrouver. » Élise ne répondit pas, partagée entre colère et compassion. « Les résultats du test seront là après-demain, » dit-il en se levant. « Mais nous savons déjà ce qu'ils diront, n'est-ce pas ?» 3 jours plus tard, l'enveloppe du laboratoire arriva au cabinet. Laurent convoqua Élise et Geneviève dans son bureau. L'atmosphère était électrique, tandis qu'il ouvrait lentement le document. Compatibilité à 99,9%. Lut-il, sa voix légèrement tremblante. Élise Mercier est bien ma fille biologique. Geneviève blêmit. Ses mains parfaitement manucurées se crispant sur son sac à main. Ce n'est qu'un papier, siffla-t-elle. Ça ne change rien. Au contraire, répliqua Laurent en se levant. Ça change tout. À partir de maintenant, Élise est officiellement reconnue comme ma fille. Je vais entamer les démarches légales pour la reconnaissance de paternité. Le visage de Geneviève se déforma sous l'effet de la rage. Tu n'oserais pas. J'ai déjà trop tardé, répondit simplement Laurent. Il est temps que je fasse ce que j'aurais dû faire il y a 26 ans. Geneviève se tourna vers Élise. Le regard venimeux. Tu crois avoir gagné? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, petite idiote, ce n'est que le début. Sur ces paroles menaçantes, elle sortit en claquant la porte, laissant Élise et Laurent seuls avec la vérité désormais officielle qui les liait. Le père et la fille se regardèrent, incertains de la marche à suivre maintenant que la science avait confirmé ce que le cœur savait déjà. La riposte de Geneviève ne se fit pas attendre. Le lendemain matin, Élise découvrit avec horreur que l'histoire s'étalait en première page du Parisien. Scandale chez Delaunay, un associé, le grand avocat et sa fille cachée. L'article, truffé de demi-vérités et d'insinuations perfides, présentait Monique comme une intrigante ayant séduit Laurent pour s'élever socialement, et Élise comme une opportuniste cherchant à profiter de la fortune familiale. « C'est elle », murmura Sophie en déposant le journal sur le bureau d'Élise. « Elle a des contacts dans la presse. Son cousin dirige le service des faits divers au Parisien. » Élise parcourut l'article, la rage montant en elle à chaque ligne. L'auteur suggérait même que Monique aurait fait chanter Laurent pendant des années, extorquant de l'argent pour garder le silence sur cette affaire sordide. « Ma mère n'a jamais demandé un centime », s'exclama-t-elle, furieuse. « Elle a travaillé comme une forcenée pour m'élever seule. » Le téléphone sur son bureau sonna. C'était Laurent. « Tu as vu le journal ?» demanda-t-il sans préambule, la voix tendue. « Je viens de le lire, c'est ignoble. Monte à mon bureau tout de suite. » Quand Élise arriva, elle trouva Laurent en compagnie des 3 associés principaux du cabinet. L'ambiance était glaciale. « Asseyez-vous, mademoiselle Mercier », l'invita maître Bonnet avec une politesse forcée. Laurent semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la veille. Son visage était creusé, ses yeux cernés. « Mes collègues estiment que ta présence au cabinet est devenue... »« problématique », commença-t-il, chaque mot semblant lui coûter un effort considérable. « Vous voulez me licencier ?» demanda directement Élise. « Le cabinet traverse une période délicate », intervint maître Fournier, un homme corpulent au crâne dégarni. 3 clients importants ont déjà appelé ce matin, menaçant de retirer leur dossier, à cause de cet article diffamatoire, à cause du scandale,
précisa sèchement maître Klein, le plus jeune des associés. Les clients fortunés détestent être associés, même indirectement, à ce genre d'histoire. Laurent se leva brusquement. « Nous ne licencierons pas Élise », déclara-t-il avec une fermeté qui surprit visiblement ses collègues. « Si vous insistez dans cette voie, c'est ma démission que vous obtiendrez. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Laurent Delaunay était l'âme du cabinet. Sa figure de proue, son plus gros générateur de revenus. « Ne sois pas absurde », marmonna Bonnet. « Personne ne parle de démission. »« Tant mieux », répliqua Laurent, « parce que j'ai d'autres informations à vous communiquer. Premièrement, j'entame une procédure de reconnaissance officielle de paternité pour Élise. Deuxièmement, je demande le divorce. » Cette fois, la stupéfaction fut totale. Élise elle-même n'en croyait pas ses oreilles. « Tu n'es pas sérieux », balbutia Klein. « Un divorce, maintenant, avec ce scandale qui enfle. » Parfaitement sérieux, j'aurais dû le faire il y a des années. Les trois associés échangèrent des regards alarmés. « Réfléchis bien, Laurent », avertit Bonnet. « Geneviève ne te laissera pas partir facilement. Sa famille a des connexions partout. La presse, la magistrature, la politique. »« Je sais », répondit simplement Laurent. « Je suis prêt. » Après le départ des associés, Élise resta seule avec Laurent. « Pourquoi faire ça maintenant ?» demanda-t-elle. Encore sous le choc, vous risquez de tout perdre. Laurent eut un sourire triste. J'ai déjà perdu l'essentiel il y a 26 ans. Quand j'ai laissé Geneviève me dicter ma conduite, je ne referai pas la même erreur. Dans l'après-midi, Sophie fit irruption dans le bureau d'Élise. Un grand sac en papier dans les mains. J'ai quelque chose pour vous, dit-elle en vérifiant que personne ne l'observait. Je gardais ça depuis des années, au cas où. Elle sortit du sac une boîte à chaussures usée qu'elle posa sur le bureau. Qu'est-ce que c'est ? demanda Élise, intriguée. Des preuves, répondit simplement Sophie, contre Geneviève. La boîte contenait un véritable trésor. Des lettres interceptées de Monique, bien sûr, mais aussi des mémos internes, des relevés bancaires, des photos. Sophie avait méticuleusement documenté les manigances de Geneviève au fil des ans. Là, dit-elle, en montrant un reçu jauni. C'est la preuve qu'elle a engagé un détective privé pour surveiller votre mère en 1995. Et ici, des relevés montrant des paiements mensuels à cet homme pendant 2 ans. Pourquoi aurait-elle payé un détective si longtemps ? Pour s'assurer que votre mère ne revenait pas dans la vie de Laurent ? Et peut-être pour l'intimider. Élise parcourut les documents, de plus en plus abasourdie. « Vous avez gardé tout ça pendant des années. Pourquoi ?» Sophie baissa les yeux, soudain embarrassée. « J'aimais beaucoup votre mère, et j'ai vu ce que Geneviève était capable de faire pour protéger son image. J'ai pensé que ces documents pourraient un jour servir à, je ne sais pas, faire justice peut-être. » Élise prit la main de Sophie, émue par ce geste. « Merci, vraiment. Faites-en bon usage, » répondit Sophie avec un clin d'œil. « Et soyez prudente. Geneviève va contre-attaquer, c'est certain. » La prédiction de Sophie se vérifia dès le lendemain. En arrivant au cabinet, Élise trouva l'ambiance étrangement tendue. Les conversations s'arrêtaient à son approche. Les regards fuyaient. À la cafétéria, 2 jeunes avocates s'éloignèrent ostensiblement quand elle s'assit près d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Sophie. « Un email anonyme a circulé ce matin, » expliqua celle-ci à voix basse. « Avec des photos. » « Des photos ? De quoi ? » ?»« De votre mère. Avec Laurent, des clichés très privés, datant de l'époque où elle travaillait pour les Delaunay. » Élise sentit son sang se glacer. Comment est-ce possible ? Qui aurait pu prendre ces photos ? Le personnel, peut-être ? Ou Geneviève elle-même ? Qui sait ? Laurent convoqua une réunion d'urgence avec tous les employés, pâle mais déterminé. Il dénonça cette tentative ignoble d'intimidation et promit des conséquences sévères pour ceux qui feraient circuler ces images. Ce qui s'est passé il y a 26 ans ne concerne que les personnes impliquées, déclara-t-il fermement. J'assume pleinement mes actes et mes responsabilités. Élise Mercier est ma fille, et je suis fière qu'elle le soit. Ces paroles, prononcées publiquement devant tout le cabinet, provoquèrent un mélange de stupeur et de respect, pour la première fois depuis le début de cette affaire. Élise sentit une vague de soutien émaner de certains collègues. À midi, alors qu'elle déjeunait seule à son bureau, Laurent vint la trouver. « Comment vas-tu » demanda-t-il avec une sollicitude inhabituelle. « Bizarrement mieux qu'hier » répondit-elle sincèrement. «
Votre discours a changé quelque chose. » Laurent hocha la tête, pensif. « J'aurais dû le faire plus tôt, beaucoup plus tôt. » Il lui tendit une enveloppe. « J'ai reçu ça ce matin, c'est adressé à toi. » L'enveloppe, sans timbre ni adresse, contenait une simple feuille de papier avec un message lapidaire. « Le passé finit toujours par nous rattraper. Demandez à votre mère si elle se souvient de Saint-Germain-en-Laye, 15 juin 1995. » « Qu'est-ce que ça signifie ?» murmura Élise, déconcertée. « Je l'ignore, » répondit Laurent, tout aussi perplexe. Juin 1995. C'était environ 1 an après ta naissance. Saint-Germain-en-Laye. Je ne me souviens pas que Monique y ait habité. Je lui demanderai ce soir. Mais Élise n'eut pas l'occasion de poser la question à sa mère. En arrivant à la clinique, elle trouva Monique agitée, fébrile. Une infirmière lui expliqua qu'une femme était venue lui rendre visite dans l'après-midi. « Elle n'a pas voulu laisser son nom », précisa l'infirmière. « Une grande blonde, très élégante. Elle a insisté pour voir votre mère en privé, Geneviève. » Cela ne faisait aucun doute. « Maman, que t'a-t-elle dit ?» demanda Élise, inquiète de l'état d'agitation de sa mère. « Des mensonges », répondit Monique, les yeux brillants de fièvre. « Des horreurs sur toi, sur Laurent. Elle a dit qu'elle allait tout détruire. » « Nous détruire. » Élise prit la main de sa mère, tentant de la calmer. « Elle ne peut rien faire. Nous avons la vérité de notre côté. Et maintenant des preuves de ses manigances. » Monique secoua la tête, l'angoisse déformant ses traits. « Tu ne comprends pas. Cette femme est prête à tout. Elle m'a rappelé. Ce jour à Saint-Germain. Saint-Germain. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Monique détourna le regard, les larmes aux yeux. « C'était peu après ton premier anniversaire. J'étais à bout. Financièrement, émotionnellement. J'ai essayé de contacter Laurent une dernière fois. Je suis allée à une conférence où il intervenait. » Elle s'interrompit, la respiration laborieuse. Geneviève m'a interceptée avant que je puisse l'approcher. Elle m'a entraînée dans un café isolé et m'a menacée. Elle avait des photos de nous, de notre appartement miteux, des rapports sur notre situation précaire. Elle a dit qu'elle pourrait facilement nous faire retirer ta garde, prouver que j'étais une mère inapte. Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues creusées de Monique. J'étais terrifiée. Tu étais tout ce que j'avais. Alors j'ai accepté son offre. Une somme d'argent contre la promesse de ne jamais recontacter Laurent, de ne jamais lui révéler ton existence. J'ai signé un document, un accord de confidentialité. Tu as signé un contrat avec elle, s'exclama Élise. Incrédule. Je n'avais pas le choix, sanglota Monique. Elle a dit qu'elle nous détruirait si je refusais. Et maintenant, elle va utiliser cet accord contre nous. Elle dit que je peux être poursuivie pour extorsion, que ça prouve que je n'ai jamais cherché qu'à obtenir de l'argent. Élise serra sa mère dans ses bras, la berçant doucement comme Monique l'avait fait tant de fois pour elle. « Nous nous battrons », promit-elle. Sophie a rassemblé des preuves contre Geneviève, et Laurent est prêt à affronter les conséquences. Il a même annoncé qu'il demandait le divorce. Monique se redressa, stupéfaite. « Le divorce ? Vraiment ? » ?»« Oui, il a dit qu'il aurait dû le faire il y a des années. » Un faible sourire éclaira le visage épuisé de Monique. Peut-être qu'il a changé, après tout. En quittant la clinique cette nuit-là, Élise sentait le poids des révélations de sa mère. Cet accord signé sous la contrainte était l'arme que Geneviève s'apprêtait à utiliser. Elle devait prévenir Laurent, dans le taxi qui la ramenait chez elle. Son téléphone vibra, un message de Sophie. « Urgent. Geneviève a contacté la presse. Un article doit sortir demain. Elle a l'accord signé par votre mère. » La bataille ne faisait que commencer, et elle s'annonçait sans merci. Dès l'aube, Élise contacta Laurent pour le prévenir de ce qui se préparait. À sa surprise, il semblait étrangement calme. « J'ai passé la nuit à consulter notre avocat spécialisé en droit de la presse, » expliqua-t-il. « Nous sommes prêts, mais cet accord que ma mère a signé, un accord obtenu sous la contrainte et la menace n'a aucune valeur légale, » affirma Laurent avec assurance. « Et j'ai des preuves que Geneviève a utilisé l'argent du cabinet pour financer ce chantage. Les associés ne vont pas apprécier. » Élise était impressionnée par sa détermination. Pour la première fois, elle voyait en lui non seulement l'homme d'affaires calculateur, mais aussi un combattant prêt à défendre sa famille. « Vous semblez différent, » observa-t-elle. Un sourire fatigué étira ses lèvres. « Disons que j'ai enfin compris ce qui comptait vraiment. Il aura fallu 26 ans.
et la menace de tout perdre pour que je m'en rende compte. À 9 heures précises, l'article promis par Sophie apparut sur le site du Figaro. Comme prévu, il révélait l'existence de l'accord signé par Monique, présenté comme une extorqueuse, ayant monnayé son silence pendant des années. Le document était reproduit en fac-similé, avec la signature tremblante de Monique clairement visible. Ce qui n'était pas prévu, en revanche, c'était la réaction immédiate de Laurent. À 9h30, il convoqua une conférence de presse improvisée dans le hall du cabinet. Face aux journalistes avides de scandale, il reconnut publiquement être le père d'Élise, dénonça les manœuvres d'intimidation de son épouse et annonça qu'il entamait une procédure de divorce. « Pendant 26 ans, j'ai vécu dans le mensonge », déclara-t-il d'une voix forte qui résonna dans le vaste hall. « J'ai abandonné la femme que j'aimais et l'enfant qu'elle portait par lâcheté et ambition. Aujourd'hui, j'assume pleinement mes responsabilités et je reconnais officiellement Élise Mercier comme ma fille. » Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent, mais c'est lorsqu'un journaliste demanda si Monique Mercier avait effectivement extorqué de l'argent au couple Delaunay que Laurent dévoila sa contre-attaque. Loin d'avoir extorqué de l'argent, Monique Mercier a été victime d'un chantage orchestré par mon épouse. Elle a été menacée de perdre la garde de sa fille si elle ne signait pas cet accord et ne disparaissait pas de nos vies. J'ai ici, dit-il en brandissant un dossier, les preuves que Geneviève a engagé des détectives pour suivre et intimider Monique pendant des années. La salle explosa en question. Dans un coin, Élise observait la scène, partagée entre admiration pour le courage de Laurent et inquiétude pour les conséquences de cette confrontation publique. Elle remarqua alors Sophie qui se glissait vers elle, un téléphone à la main. « C'est l'hôpital », chuchota-t-elle. « Votre mère est agitée. Ils ont dû augmenter sa sédation. » L'article l'a bouleversée. Élise sentit son cœur se serrer, pendant que Laurent livrait bataille publiquement. Sa mère souffrait seule à l'hôpital. « Je dois y aller », murmura-t-elle. Mais avant qu'elle puisse quitter discrètement le hall, la porte principale s'ouvrit violemment. Geneviève Delaunay fit son entrée, majestueuse dans un tailleur crème impeccable. Ses talons claquant sur le marbre du hall comme des coups de feu, le silence tomba instantanément. Même les journalistes, pourtant avides de confrontation, semblaient retenir leur souffle. « Quelle performance édifiante, mon cher !» lança-t-elle à Laurent, sa voix dégoulinante de mépris, le grand avocat repentant qui découvre soudain sa conscience. Très touchant, elle s'avança jusqu'au centre du hall, captant immédiatement l'attention de tous les présents par sa seule présence. Dommage que ce soit un mensonge de plus. Laurent lui fit face. « Impassible. Tout ce que j'ai dit est vrai, Geneviève. Et tu le sais. » Elle eut un rire cristallin, parfaitement calculé pour les caméras. « Vraiment, tu oublies de mentionner que cette femme, Monique, a tenté de faire chanter notre famille à de multiples reprises. L'accord qu'elle a signé n'était pas sous la contrainte, mais une solution civilisée pour mettre fin à ses demandes incessantes d'argent. »« C'est faux !» s'écria Élise, incapable de se contenir plus longtemps. « Ma mère n'a jamais demandé un centime. » Tous les regards se tournèrent envers elle. Geneviève la fixa avec un sourire glacial. « Ah, la prétendue fille, élevée dans le mensonge, nourrie de fables sur un père abandonneur, pathétique. » Élise s'avança, tremblante de rage. « Le test ADN a prouvé que je suis bien sa fille, et nous avons les preuves que vous avez harcelé ma mère pendant des années, que vous avez intercepté ses lettres, que vous avez engagé des détectives pour nous surveiller. » Geneviève balaya ces accusations d'un geste élégant de la main. Des accusations sans fondement d'une jeune femme, cherchant désespérément à s'approprier le nom et la fortune des Delaunay. « Ça suffit ?»« Geneviève » intervint Laurent d'une voix tranchante. « Le jeu est terminé. J'ai déjà déposé une demande de divorce, et les preuves que nous avons contre toi sont accablantes. » Pour la première fois, une lueur d'inquiétude traversa le regard de Geneviève. Mais elle se reprit rapidement. « Tu n'oserais pas » siffla-t-elle. « Après tout ce que ma famille a fait pour toi, pour ce cabinet, sans les relations de mon père, tu ne serais rien. J'étais prêt à te croire. Il y a 26 ans, répondit calmement Laurent. J'étais jeune, ambitieux, facilement manipulable. Plus maintenant, il fit un signe à Sophie qui s'approcha, tenant à la main une tablette. « Messieurs, dames de la presse », annonça Laurent, « je vous invite à consulter les documents que mon assistante va vous transmettre. Vous y trouverez les relevés bancaires prouvant que Madame Delaunay a détourné des fonds du cabinet pour financer sa vendetta personnelle contre Monique Mercier.
Les journalistes se pressèrent autour de Sophie, avides de consulter ces preuves explosives. Geneviève, livide, cherchait visiblement une échappatoire. « Tu le regretteras », menaça-t-elle à mi-voix. « Ma famille te détruira. Ce cabinet coulera sans les clients que nous t'avons apportés. » « Possible, » concéda Laurent. « Mais au moins, j'aurais fait ce qui est juste. » Enfin, un des associés, Maître Bonnet, s'approcha alors de Laurent, le visage grave. « Tu réalises ce que tu fais ?» demanda-t-il à voix basse. « Si ce scandale s'amplifie, nous risquons de perdre la moitié de notre clientèle. »« Je sais, » répondit Laurent sans détourner son regard de Geneviève. « Et je suis prêt à en assumer les conséquences, seul, si nécessaire. » Maître Bonnet hésita, puis, à la surprise générale, posa une main sur l'épaule de Laurent. « Pas seul, » déclara-t-il assez fort pour être entendu. « Nous sommes un cabinet d'avocats. Bon sang, notre métier est de défendre la vérité et la justice, même quand elle nous coûte. » Ce soutien inattendu sembla déstabiliser Geneviève plus que tout le reste. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. « Tu me le paieras », murmura-t-elle à l'attention de Laurent, avant de se tourner vers Élise. « Et toi aussi, petite intrigante, ce n'est pas fini. » Sur ces mots, elle sortit du hall, droite et digne malgré la défaite évidente, laissant derrière elle un silence stupéfait. Élise s'approcha de Laurent, encore sous le choc de cette confrontation. « Il faut que j'aille à l'hôpital, » dit-elle. « Ma mère a vu l'article, elle est bouleversée. » Laurent hocha la tête. « Je viens avec toi, » tandis qu'ils quittèrent le cabinet sous les flashs des photographes. Élise réalisa que, pour la première fois, ils apparaissaient publiquement ensemble, non plus comme employeur et employé, mais comme père et fille. À l'hôpital, ils trouvèrent Monique assoupie sous l'effet des sédatifs. Laurent resta un long moment à son chevet, contemplant le visage émacié de la femme qu'il avait aimée autrefois. « Je suis désolé, » murmura-t-il, même si Monique ne pouvait l'entendre. Pour tout. Élise, qui observait cette scène depuis le seuil de la chambre, sentit quelque chose se dénouer en elle. La colère qui l'habitait depuis des semaines commençait à céder la place à une émotion plus complexe. Mêlée de tristesse et d'espoir, de retour au cabinet en fin d'après-midi, une surprise les attendait. Sophie, fébrile, les accueillit à l'entrée. « Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé ?» annonça-t-elle, les entraînant vers son bureau. Je cherchais d'autres documents sur les détectives engagés par Geneviève. Et j'ai découvert ceci. Elle leur tendit un dossier, à l'intérieur, des photographies de la fameuse photographie du tournesol. Mais celle-ci était différente de celle qu'Élise connaissait. Sur cette version, on voyait clairement 3 personnes. Élise à 4 ans avec son tournesol, Monique souriante, et un homme dont le visage avait été soigneusement découpé. Elle a falsifié la photo, comprit Élise. La version originale vous montrait tous les 3 ensemble. Laurent prit la photo avec des mains tremblantes. « Je me souviens de ce jour », murmura-t-il. « C'était à Saint-Germain-en-Laye. J'avais réussi à convaincre Geneviève que j'avais une conférence à l'étranger. J'ai passé la journée avec vous au parc. Mais ma mère m'a toujours dit que cette photo avait été prise par une amie à elle. Elle te protégeait, expliqua doucement Laurent. C'était notre seule rencontre. Je voulais te voir au moins une fois. Geneviève l'a découvert peu après. C'est à ce moment-là qu'elle a intensifié sa surveillance et ses menaces envers Monique. » Élise sentit le sol vaciller sous ses pieds, toute son enfance. Toute l'histoire qu'elle croyait connaître se transformait sous ses yeux. « Alors vous avez essayé. Vous n'avez pas complètement abandonné. J'ai essayé une fois, » admit Laurent, la honte évidente dans sa voix. « Une seule fois en 20 ans, c'est impardonnable. » Élise ne sut que répondre. Ce fragment de vérité, cette unique tentative de contact, changeait-elle vraiment quelque chose? Rendait-elle les années d'absence moins douloureuses? J'ai retrouvé la photographie originale, annonça Sophie, triomphante. Geneviève la gardait dans son bureau personnel. Dans un tiroir fermé à clé, elle sortit une dernière photo du dossier. Là, parfaitement préservée, se trouvait l'image complète. Élise avec son tournesol, Monique rayonnante, et Laurent, plus jeune, les regardant toutes les deux avec une expression indéchiffrable de bonheur et de regret mêlés. Une famille, ce qu'ils auraient pu être, ce qu'ils n'avaient jamais eu la chance de devenir, jusqu'à maintenant, peut-être. Les jours qui suivirent la confrontation publique furent un tourbillon médiatique. L'affaire Delaunay faisait les gros titres des journaux.
divisaient l'opinion, alimentaient les discussions dans les dîners mondains parisiens. Certains soutenaient Laurent, saluant son courage d'assumer enfin ses responsabilités. D'autres prenaient le parti de Geneviève, dénonçant une manipulation orchestrée par Monique et Élise pour s'approprier la fortune de Launay. Le cabinet perdit effectivement plusieurs clients importants, comme l'avait prédit Maître Bonnet, mais contre toute attente, de nouveaux dossiers arrivèrent également. Des entreprises et des particuliers touchés par l'honnêteté inhabituelle de Laurent dans un milieu souvent perçu comme cynique et calculateur. Pour Élise, cette période fut particulièrement éprouvante. Elle devait jongler entre son travail au cabinet, où elle était devenue malgré elle une célébrité, les visites quotidiennes à sa mère dont l'état de santé fluctuait, et la construction d'une relation naissante avec ce père qu'elle découvrait à peine. Un matin, alors qu'elle arrivait au cabinet plus tôt que d'habitude, elle trouva Sophie dans un état d'agitation extrême. « Élise, je vous cherchais partout. C'est une catastrophe. Que se passe-t-il ? Geneviève vient de déposer une plainte officielle contre Laurent pour détournement de fonds. Elle affirme qu'il a utilisé l'argent du cabinet pour financer les soins de votre mère. » Élise blêmit. C'était précisément ce qu'il avait fait, en effet. « Les associés sont furieux, » poursuivit Sophie. « Ils tiennent une réunion d'urgence en ce moment même au 20e étage. » Sans attendre, Élise se précipita vers l'ascenseur. En arrivant devant la salle de conférence, elle entendit les éclats de voix à travers la porte close. « Tu as utilisé les fonds du cabinet à des fins personnelles », accusait la voix de Maître Klein. « C'est exactement ce dont tu accusais Geneviève. »« Ce n'est pas comparable », répondait calmement Laurent. « J'ai utilisé mes parts personnelles dans le cabinet, pas les fonds communs. »« Tu aurais dû nous consulter », intervint Maître Fournier. « C'est une question d'éthique, de transparence. » Élise hésita à entrer, ne voulant pas aggraver la situation par sa présence. Mais la décision fut prise pour elle quand la porte s'ouvrit brusquement, révélant Maître Bonnet qui s'apprêtait à sortir. « Ah, mademoiselle Mercier, » dit-il avec une grimace. « Nous parlions justement de vous. Entrez donc. » La salle de conférence était tendue. Laurent, debout face à la baie vitrée, se tourna vers Élise avec une expression indéchiffrable. Les trois autres associés principaux étaient assis autour de la grande table en acajou, l'air sombre. Votre arrivée dans ce cabinet a provoqué une série de perturbations considérables, commença Maître Bonnet d'un ton mesuré. La situation est devenue intenable. Je comprends, répondit Élise, la gorge nouée. Je peux présenter ma démission immédiatement si... Ce n'est pas de votre démission qu'il s'agit, coupa Maître Klein, mais de celle de Laurent. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Élise se tourna vers Laurent, qui hocha simplement la tête. « J'ai déjà rédigé ma lettre, » confirma-t-il. « C'est la meilleure solution pour tout le monde. »« Mais vous ne pouvez pas, » protesta Élise. « Ce cabinet, c'est toute votre vie. » Un sourire triste étira les lèvres de Laurent. « Plus maintenant. » Maître Fournier se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Nous avons négocié un accord, » expliqua-t-il. « Laurent conservera une participation minoritaire dans le cabinet et un rôle de consultant externe. Nous éviterons ainsi un scandale supplémentaire tout en préservant la réputation du cabinet. »« Et Geneviève ?» demanda Élise. « Sa plainte sera retirée dans le cadre d'un accord global incluant le divorce, » répondit Laurent. « Elle obtient l'hôtel particulier du 16e, une compensation financière substantielle, et en échange, elle renonce à toute poursuite et s'engage à ne plus interférer dans nos vies. » Élise le dévisagea, incrédule. « Vous lui cédez tout, après ce qu'elle a fait ?» Laurent haussa les épaules. « Ce ne sont que des biens matériels. »« Élise, j'ai appris à mes dépens qu'ils ne valent pas le sacrifice d'une famille. » Cette déclaration, prononcée avec une simplicité désarmante, toucha Élise plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Pour la première fois, elle voyait clairement l'homme derrière le masque du brillant avocat. Un homme qui, malgré ses erreurs passées, tentait sincèrement de se racheter. La réunion se termina sur une note étrangement solennelle. Les associés, malgré leur colère initiale, semblaient respecter la décision de Laurent. Maître Bonnet alla même jusqu'à lui serrer la main avant de quitter la pièce. Un geste qui en disait long sur l'estime qu'il conservait malgré tout. Restés seuls, Élise et Laurent se regardèrent en silence pendant un long moment. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit finalement Élise. « Au contraire, » répondit-il doucement. C'était la seule chose à faire. Un bip de téléphone interrompit leur échange. C'était un message de l'hôpital.
L'état de Monique s'était détérioré pendant la nuit. Les médecins demandaient leur présence au plus vite. Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence angoissé. En arrivant, ils furent immédiatement conduits auprès du médecin en charge, un homme au visage grave qui les conduisit dans son bureau. « L'état de Madame Mercier est préoccupant », expliqua-t-il sans préambule. Les traitements semblaient fonctionner, mais il y a eu une complication cette nuit. Son système immunitaire est très affaibli et une infection opportuniste s'est déclarée. « Quelles sont ses chances ?» demanda Laurent, la voix étrangement calme. Le médecin hésita, pesant ses mots. « Nous faisons tout notre possible. Mais je dois être honnête, la situation est critique. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Malgré la maladie de sa mère, malgré les hauts et les bas des dernières semaines, elle n'avait jamais vraiment envisagé la possibilité de la perdre. « Je veux la voir, » déclara-t-elle. « Bien sûr, » acquiesça le médecin. « Elle est consciente, mais très faible. Quelques minutes seulement, s'il vous plaît. » Dans la chambre d'hôpital, Monique semblait avoir rapetissé, comme si la maladie la dévorait de l'intérieur. Son teint était cireux, ses joues creusées, ses yeux enfoncés dans leurs orbites. Mais quand elle vit Élise, son visage s'illumina d'un faible sourire. « Ma chérie », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Élise s'assit près du lit, prenant la main fragile de sa mère entre les siennes. « Les médecins disent que tu dois te battre, » dit-elle, s'efforçant de contenir ses larmes. « Les nouveaux traitements vont faire effet, tu verras. » Monique hocha faiblement la tête, son regard dérivant vers la porte où Laurent se tenait en retrait. Hésitant à entrer, « Laurent » appela-t-elle. « Approche. » Il s'avança, visiblement ému par l'état de Monique. « J'ai appris pour ton cabinet, » dit-elle. « Tu n'aurais pas dû sacrifier tout ça pour nous. C'était la moindre des choses, » répondit-il simplement. « J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. » Un silence s'installa, chargé de 26 années de non-dits, de regrets, de chemins qui auraient pu être pris. « J'ai été injuste envers toi, » admit finalement Monique. « Je t'ai blâmé entièrement, sans jamais reconnaître ma part de responsabilité. J'aurais pu me battre davantage, chercher à te contacter autrement. » « Non, » l'interrompit Laurent. « La faute me revient entièrement. J'étais l'homme. J'aurais dû avoir le courage de défier Geneviève, de vous chercher, de vous protéger. » Monique ferma brièvement les yeux. Épuisée par l'effort de la conversation, « Peu importe maintenant, » souffla-t-elle. « L'important, c'est qu'Élise ait enfin retrouvé son père. » Ses doigts se resserrèrent faiblement autour de ceux d'Élise. « Promets-moi une chose, » demanda-t-elle, son regard soudain intense malgré sa faiblesse. « Ne laisse pas l'amertume du passé empoisonner votre avenir. Vous méritez tous les deux d'être heureux. » Élise ne put retenir ses larmes plus longtemps. « Maman, ne parle pas comme si tu allais. »« Chut !» l'interrompit doucement Monique. « Je suis fatiguée. »« Ma chérie, tellement fatiguée. » Ses yeux se fermèrent lentement. Le moniteur cardiaque à côté du lit continuait de biper régulièrement, mais sa respiration devint plus laborieuse. Une infirmière entra, vérifiant rapidement les constantes de Monique. « Il faut la laisser se reposer maintenant, » dit-elle gentiment mais fermement. Dans le couloir, Élise s'effondra contre le mur, secouée de sanglots silencieux. Laurent resta immobile un instant. Puis, maladroitement, la prit dans ses bras. Pour la première fois. Elle ne le repoussa pas. « Elle va s'en sortir, » murmura-t-il. « Monique est une battante. Elle l'a toujours été. » Élise voulait le croire, s'accrocher à cet espoir. Mais le regard du médecin, la faiblesse de sa mère, tout indiquait que le temps était peut-être compté. « J'ai peur, » avoua-t-elle dans un souffle. « Je sais, » répondit simplement Laurent. « Moi aussi. » Ils restèrent ainsi, père et fille réunis dans l'adversité, tandis que derrière la porte close, Monique luttait pour chaque souffle. Le lendemain matin, alors qu'ils revenaient à l'hôpital après quelques heures de repos forcé, ils trouvèrent une agitation inhabituelle dans le service. Des médecins couraient, une infirmière poussait un chariot d'urgence vers la chambre de Monique. Élise se précipita vers la chambre de sa mère, le cœur battant à tout rompre, Laurent sur ses talons. Un médecin leur barra le passage. « Attendez dehors, s'il vous plaît, l'équipe médicale fait tout son possible. » Ces minutes d'attente dans le couloir furent les plus longues de sa vie. Élise fixait la porte fermée. Comme si sa volonté seule pouvait maintenir sa mère en vie, Laurent, silencieux,
lui tenait fermement la main, un geste qui aurait semblé impensable quelques semaines plus tôt. Finalement, la porte s'ouvrit, le visage du médecin était grave, mais un léger sourire l'éclairait. « Nous avons réussi à la stabiliser », annonça-t-il. « Elle a fait une crise cardiaque, mais nous sommes intervenus à temps. Son état reste critique, mais elle est combative. » Élise ferma les yeux, submergée par le soulagement. Cette fois, ils avaient eu de la chance. Mais pour combien de temps encore? Les jours suivants se transformèrent en semaines. L'état de Monique oscillait entre améliorations timides et rechutes inquiétantes. Élise et Laurent établirent une routine, se relayant à son chevet, parlant peu mais partageant une préoccupation commune qui les rapprochait plus que n'importe quelle conversation. Un matin de juin, 6 mois après qu'Élise eut découvert la photo sur le bureau de Laurent, Monique ouvrit les yeux avec une lucidité nouvelle. Son regard semblait plus clair, sa respiration moins laborieuse. « J'ai fait un rêve », dit-elle à Élise qui lisait à son chevet. Nous étions tous les trois dans une maison près d'un lac. Il y avait des tournesols partout. Élise sourit, serrant la main de sa mère. Ça avait l'air paisible. Ça l'était, confirma Monique avec une sérénité inhabituelle. C'était comme une seconde chance. Cette conversation anodine marqua un tournant. À partir de ce jour, contre toute attente médicale, l'état de Monique commença à s'améliorer, lentement, presque imperceptiblement au début, puis de façon plus évidente, les médecins parlaient de rémission inattendue, de volonté exceptionnelle. C'est comme si elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre, commenta le médecin-chef lors d'une visite de contrôle. Élise le savait. Cette raison, c'était l'espoir d'une famille réunie, d'une réconciliation qu'elle n'avait jamais cru possible. Pendant ce temps, le divorce de Laurent et Geneviève avançait, moins tumultueux que prévu. L'accord négocié semblait avoir calmé les ardeurs vengeresses de Geneviève, qui avait apparemment décidé de quitter Paris pour s'installer dans leur résidence secondaire en Provence. Le scandale médiatique s'essoufflait, remplacé par de nouvelles controverses plus fraîches. Laurent, fidèle à sa parole, avait quitté ses fonctions au cabinet, tout en conservant un rôle consultatif. Cette semi-retraite lui permettait de passer plus de temps à l'hôpital et progressivement de renouer avec Monique. Leurs conversations, d'abord maladroites et empreintes de non-dits, devinrent plus fluides, parfois même complices. Le passé n'était pas oublié, mais peu à peu, ils cessaient de définir entièrement leur relation. Élise observait cette évolution avec un mélange de stupéfaction et d'espoir prudent. L'hostilité qu'elle avait nourrie envers Laurent s'atténuait, remplacée par une curiosité grandissante pour cet homme qui était son père. Elle découvrait ses habitudes, ses goûts, ses valeurs, et parfois, avec surprise, des traits qu'elle reconnaissait en elle-même. Un soir, alors que Monique dormait paisiblement, Laurent proposa à Élise de prendre un café à la cafétéria de l'hôpital. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il. Sortant une enveloppe de sa veste, à l'intérieur se trouvait une série de photos. Une petite maison de pierre aux volets bleus, entourée d'un jardin luxuriant, avec en arrière-plan les eaux cristallines d'un lac bordé de montagnes. « Annecy », devina Élise. Laurent acquiesça. « J'ai acheté cette maison la semaine dernière. Je me suis dit que, quand Monique sortira de l'hôpital, elle aura besoin d'air pur, de calme. Paris n'est pas l'endroit idéal pour une convalescence. » Élise examina les photos, touchée par cette attention. « C'est magnifique, mais tu crois que maman acceptera ?»« Je ne sais pas, » admit Laurent avec une sincérité désarmante. « Je ne lui impose rien. C'est une proposition, pas une obligation. Elle peut y vivre seule si elle préfère. Je garderai mon appartement à Paris. » Élise lui rendit les photos, pensive. « Et moi dans tout ça ?» Laurent hésita, visiblement nerveux. « Toi, tu es la bienvenue. Bien sûr, il y a une chambre pour toi, mais je comprends parfaitement si tu préfères garder tes distances. J'ai conscience que 26 ans d'absence ne s'effacent pas en quelques mois. » Son honnêteté, sa vulnérabilité assumée touchèrent Élise plus qu'elle ne voulut l'admettre. « Je ne sais pas, » répondit-elle franchement. « J'ai besoin de temps, tout le temps qu'il faudra, » assura Laurent. « Je ne vais nulle part cette fois. » Quand ils présentèrent le projet à Monique, sa réaction les surprit tous les deux. Elle ne montra ni méfiance ni réticence, mais un enthousiasme presque juvénile. « Annecy » murmura-t-elle, parcourant les photos avec émerveillement. « Comme dans mon rêve. » 3 mois plus tard, par une douce journée de septembre, Monique quitta enfin l'hôpital. Sa santé restait fragile,
Mais les médecins étaient optimistes quant à sa rémission, le traitement avait été efficace, et sa volonté de vivre avait fait le reste. Le voyage jusqu'à Annecy se fit dans une atmosphère étrangement légère. Élise conduisait, Monique somnolait sur le siège passager, et Laurent suivait dans sa propre voiture, chargée de bagages. Une configuration familiale inédite, improbable, et pourtant étrangement naturelle. La maison était encore plus charmante que sur les photos, nichée sur les hauteurs du lac. Elle offrait une vue imprenable sur l'eau scintillante et les montagnes environnantes. L'air y était pur, parfumé de fleurs sauvages et de pins. C'est parfait, souffla Monique en descendant prudemment de voiture. S'appuyant sur le bras d'Élise, Laurent, nerveux comme un adolescent lors d'un premier rendez-vous, leur fit visiter la propriété. Il avait pensé à tout, une chambre au rez-de-chaussée pour Monique, afin qu'elle n'ait pas à monter les escaliers, une cuisine entièrement équipée, un jardin facile d'entretien, et j'ai une surprise, annonça-t-il, les conduisant vers l'arrière de la maison. Là, face au lac, s'étendait un petit champ de tournesols, leurs grandes têtes dorées tournées vers le soleil couchant. « Des tournesols », murmura Monique. Les larmes aux yeux, comme dans la photo, comme dans ton rêve, ajouta doucement Élise. Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois sur la terrasse, sous un ciel d'une clarté exceptionnelle. La conversation était facile, presque joyeuse, comme si l'air des montagnes avait balayé une partie des tensions et des rancœurs. Laurent avait ouvert une bouteille de champagne. Pour célébrer ce nouveau départ, avait-il dit, Monique n'en but qu'une gorgée symbolique, son état de santé ne lui permettant pas d'alcool, mais elle semblait plus heureuse qu'Élise ne l'avait vue depuis des années. « À nous ?» proposa Laurent, levant son verre. « À cette seconde chance que la vie nous offre. » Élise hésita un bref instant, puis leva son verre également. « À nous ?» Les semaines qui suivirent prirent un rythme paisible, presque idyllique. Monique reprenait des forces chaque jour. Faisant de courtes promenades le long du lac, puis de plus longues, Laurent partageait son temps entre Paris, où il gardait quelques obligations professionnelles, et Annecy. Élise avait pris un congé sabbatique, incertaine de son avenir professionnel après les événements tumultueux des derniers mois. Un matin d'octobre, alors que les montagnes se parèrent de teintes automnales flamboyantes, Élise trouva Laurent dans le jardin, contemplant les tournesols qui commençaient à se faner avec la saison. « Il faudra les couper bientôt », dit-elle en s'approchant. « L'hiver arrive », Laurent acquiesça, pensif. « L'an prochain, nous en planterons davantage, tout un champ si tu veux. » L'an prochain, ces mots, si simples, impliquaient une continuité, un avenir commun qu'Élise n'avait jamais envisagé jusqu'alors. « Laurent, » commença-t-elle hésitante, « je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour maman, pour nous. » Il se tourna vers elle, visiblement ému. « C'était le minimum que je pouvais faire, après toutes ces années. »« Non, » insista Élise, « tu aurais pu simplement payer les traitements et t'en tenir là, mais tu as fait tellement plus. Tu as renoncé à ta carrière, à ton statut social, à ton mariage. Et je ne regrette rien, » affirma-t-il avec une conviction tranquille. « Pour la première fois depuis très longtemps, je me sens en paix avec moi-même. » Il sortit de sa poche la vieille photographie du tournesol, l'original, celle où ils apparaissaient tous les trois. Le temps l'avait jauni, mais l'image restait nette. Une famille qui aurait pu être... « J'ai gardé cette photo sur mon bureau pendant 26 ans, dit-il doucement, comme une punition, un rappel quotidien de ma lâcheté, mais maintenant, je la regarde différemment, comme une promesse, enfin tenue. » Il tendit la photo à Élise. « Je crois qu'elle te revient de droit. » Élise prit la photographie, l'examinant avec une émotion nouvelle. Cette image n'était plus seulement un symbole de ce qui avait été perdu, mais aussi de ce qui avait été retrouvé, contre toute attente, sur la terrasse. Monique les observait avec un sourire serein. Dans ses yeux brillait une paix nouvelle, comme si le cercle s'était enfin refermé. Ce soir-là, sous les derniers rayons d'un soleil automnal, ils plantèrent ensemble des bulbes de tournesol pour le printemps suivant. Un acte simple, symbolique, qui scellait une promesse tacite, celle d'un avenir partagé, malgré les erreurs du passé. Malgré les incertitudes de demain, la photographie du tournesol, désormais encadrée, trônait sur la cheminée du salon, non plus comme un secret douloureux ou un reproche silencieux, mais comme le témoin d'une réconciliation que personne n'aurait cru possible. Et tandis que le soleil se couchait sur le lac d'Annecy,
colorant le ciel de teintes pourpres et dorées, une famille longtemps séparée trouvait enfin la paix,